Vous savez pourquoi on fait ça? J'ai été forcé d'épouser l'homme le plus redouté de la mafia. Il n'a jamais eu besoin de me faire de mal pour me faire peur. Sa façon calme de me regarder suffisait, comme s'il savait déjà que tôt ou tard, je n'aurais plus nulle part où fuir. Plus il essayait d'être bon avec moi, plus je devenais méfiante. Plus il essayait de me séduire, plus je craignais ce qui se cachait derrière ce masque. Je voulais m'échapper. Je voulais reprendre ma liberté avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand j'ai découvert la vérité sur mon mariage, tout a changé. Et au moment où j'ai enfin été libre de partir, j'ai réalisé que ce n'était plus la liberté que je voulais. C'est là que j'ai su que j'étais déjà perdu. Bonjour, je m'appelle Léna et cette histoire ne fait que commencer. Chapitre 1. Livré. La robe était suspendue à la porte de la chambre, comme une sentence. Blanche, longue, avec un voile que quelqu'un avait plié avec un soin chirurgical. Quelqu'un que je ne connaissais pas, choisi par des gens que je n'avais jamais rencontrés, payé avec de l'argent qui n'était pas le mien. Je suis resté là à la fixer pendant trop longtemps, comme si attendre allait faire disparaître le tissu et emporter tout ce qu'il signifiait avec lui. Mon père était en bas. Ma mère était au lit, porte fermée, sous oxygène. Personne n'est monté pour m'aider à m'habiller. Personne ne m'a demandé si je voulais un bouquet, d'autres chaussures, une minute de plus. La robe était magnifique. Je devais lui accorder ça. D'une beauté froide et impersonnelle. Le genre de vêtement qui n'est pas fait pour plaire à celle qui le porte, mais pour impressionner ceux qui regardent. J'ai enfilé la robe toute nulle, les mains tremblantes sur les boutons dans le dos, et j'ai pensé à ce que mon père avait dit 2 semaines plus tôt. Il était arrivé dans la cuisine un dimanche soir, les yeux cernés, portant un costume froissé, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'est assis à table, sans enlever son manteau, et est resté silencieux jusqu'à ce que j'éteigne la cuisinière et que je m'assoie en face de lui. Dominic Ashford, mon père, un commerçant de Cleveland, l'homme qui disparaissait pendant des semaines et revenait avec des excuses de plus en plus courtes, m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Ce n'était pas de la honte, c'était pire. C'était le visage de quelqu'un qui avait déjà décidé. Je dois de l'argent, a-t-il dit, à des gens qui ne pardonnent pas les dettes. Je me souviens m'être adossé à la chaise et avoir senti le plastique froid à travers ma chemise. Je me souviens avoir demandé « Combien ?» et l'avoir vu secouer la tête comme si le montant n'avait aucune importance. Je me souviens avoir pensé à ma mère dans la pièce d'à côté, branchée à une machine qui coûtait plus que ce que nous pouvions nous permettre, et avoir senti le poids du monde me serrer la poitrine à 2 mains. Il y a une famille à Chicago, a-t-il continué, sans me regarder. Les Carideo. Le fils a repris les affaires. Il a accepté de tout effacer, mais il y a une condition. J'ai su avant qu'il ne finisse. Je l'ai su à la façon dont il ne pouvait pas lever les yeux, à la façon dont ses mains se crispaient sur la table, au silence qui planait entre une phrase et la suivante, comme s'il me donnait le temps de rassembler les morceaux par moi-même. Il veut se marier, a dit mon père, avec toi. Le nom du marié était Caspian Carideo. Je ne connaissais pas son visage ni son âge, je ne savais rien au-delà de son nom de famille et de ce qu'il représentait. Je l'ai cherché sur Internet cette nuit-là, enfermé dans la salle de bain avec mon téléphone à la main et mon cœur qui battait beaucoup trop vite. Je n'ai presque rien trouvé. Une photo granuleuse dans un article sur un restaurant à Chicago. Un homme en costume sombre, à moitié de profil, avec une mâchoire taillée au rasoir et des yeux qui ne laissaient rien paraître. Le genre de visage qui ne sourit pas pour la caméra parce qu'il n'en a pas besoin. L'article décrivait la famille Carideo comme des entrepreneurs du secteur de l'hôtellerie et du divertissement, ce qui était une façon polie de ne pas dire ce que tout le monde savait déjà. J'ai dit oui le lendemain, non pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai regardé la porte de la chambre de ma mère et que je n'ai vu aucune autre issue. Et maintenant, me voilà à Cleveland, portant la robe blanche d'une mariée qui n'avait rien choisi, ni la robe, ni l'hôtel, ni l'homme, essayant de fermer le dernier bouton dans mon dos avec des doigts engourdis. Quand j'ai finalement réussi, je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme qui se tenait là. Elle avait l'air calme. Je ne l'étais pas. La cérémonie a eu lieu à Cleveland, dans un hôtel du centre-ville où je n'avais jamais mis les pieds, même si j'étais passé devant toute ma vie. Façade en pierre sombre, porte en verre avec des garnitures dorées, le genre d'endroit qui criait la vieille fortune dans chaque détail.
Mon père a conduit pendant les 20 minutes de trajet sans dire un mot, et j'ai passé tout le chemin à regarder par la fenêtre, à compter les feux de circulation et à essayer de ne pas penser à ce qui m'attendait de l'autre côté. Deux hommes en costume noir attendaient à l'entrée. Aucun n'a souri. L'un d'eux m'a ouvert la portière de la voiture et a dit « Par ici », sur le même ton que quelqu'un qui annonce le prochain arrêt de métro. La pièce était petite pour un mariage. Pas de fleurs, pas de musique, aucun décor à part une table en acajou avec des papiers et des stylos. Du côté du marié, 6 hommes étaient alignés contre le mur. Costume sombre, expression fermée, le genre de présence qui rend l'air plus lourd. De mon côté, personne. Mon père est resté près de la porte, les mains dans les poches, les yeux rivés au sol, comme s'il avait déjà fait sa part. Un homme élégant aux cheveux d'argenté peignés en arrière et aux yeux qui semblaient évaluer chaque personne dans la pièce, comme pour calculer leur valeur marchande et mener la procédure. Thibault Moreau. J'ai appris plus tard qu'il était le conseiller de la famille, le consigliere, le seul homme qui avait de la permission de contredire le patron. À ce moment-là, il lisait des clauses et indiquait où signer avec l'émotion de quelqu'un qui parcourt une liste de courses. Nom ici, initiale là, date dans le coin. Et puis Caspian est entré. La pièce entière a changé. Ce n'était pas le bruit, c'était le contraire. L'air semblait se réorganiser autour de lui, comme si même l'espace savait qui était aux commandes. Il était plus grand que la photo ne le suggérait et plus large d'épaules, avec le genre de présence physique qui vous fait reculer d'un pas sans vous en rendre compte. Le costume noir semblait avoir été cousu sur lui, pas un pli de travers, pas une ride qui n'était pas intentionnelle. À sa main droite, une bague en or avec un blason gravé. Le visage était le même que sur la photo, mâchoire rigide, yeux sombres, une bouche qui ne semblait pas habituée à sourire. Beau d'une manière qui m'a retourné l'estomac, et je me suis dit que c'était de la peur. C'était de la peur. Il s'est dirigé vers la table sans regarder personne et s'est arrêté à côté de moi. J'ai senti son eau de Cologne avant de sentir sa présence, quelque chose de boisé et de chair qui se mélangeait à l'odeur de l'hôtel et remplissait l'espace entre nous comme une troisième personne. Il m'a regardé. Ce n'était pas le regard d'un marié voyant la mariée pour la première fois. C'était un regard d'inventaire, froid, précis, sans hâte. Ses yeux ont parcouru mon visage, la robe, puis sont revenus à mon visage, et j'ai eu l'horrible sensation qu'il vérifiait si la marchandise correspondait à la négociation. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi pour briser ce silence et me redonner un semblant de contrôle. Mais ma bouche était sèche et les mots refusaient de sortir, et il avait déjà reporté son attention sur Thibault, qui montrait quelque chose dans les documents. La cérémonie a duré 11 minutes. J'ai compté. Thibault a lu l'essentiel, a indiqué les lignes de signature, et tout s'est déroulé avec l'efficacité bureaucratique d'un transfert de propriété. Au moment de signer, ma main tremblait. Le stylo était lourd, noir, avec des détails dorés, et l'encre sortait de manière stable, ce qui m'a semblé être une trahison de mon propre corps. Caspian a signé après moi. Son écriture était contrôlée et penchée vers la droite, sans fioriture, sans hésitation, mais le stylo a fait une pause d'une demi-seconde avant de toucher le papier. Si brève que je ne l'ai enregistré que plus tard, quand il était déjà trop tard pour savoir ce que cela signifiait. Quand Thibault a rassemblé les papiers, j'ai pensé que quelqu'un dirait quelque chose. Félicitations, bonne chance, n'importe quelle formalité vide pour marquer le moment. Personne ne l'a fait. Caspian a rangé le stylo dans la poche intérieure de son costume, a ajusté le poignet de sa chemise et s'est tourné vers moi. Le jet décolle dans 2 heures, a-t-il dit. La voix était profonde et basse, le genre de voix qui n'a pas besoin de volume pour être entendue. N'emporte que ce qui est important. Pour aller où, ai-je demandé, et ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Chicago, a-t-il dit, comme si le mot était évident, et il est parti. Il s'est simplement retourné et a marché vers la porte, et les 6 hommes en costume se sont déplacés derrière lui comme s'il y avait un fil invisible qui les tirait tous dans la même direction. Thibault a ramassé le dossier, m'a fait un bref signe de tête qui aurait pu être un salut ou des condoléances et a suivi les autres. Je suis resté au milieu de la pièce vide, une bague au doigt et le goût amer de l'encre sur le bout de la langue. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais je suis passé devant lui sans m'arrêter, parce que si je m'arrêtais, j'allais pleurer.
et je m'étais promis de ne donner à aucun d'eux la satisfaction de me voir pleurer. Dehors, une voiture noire attendait, moteur en marche. L'homme qui a ouvert la portière était énorme, blond, avec des épaules trop larges pour son costume, et une expression si vide qu'elle semblait taillée dans la pierre. Il n'a pas dit bonjour, n'a pas dit félicitations, n'a rien dit. Il a ouvert la portière et a attendu avec la patience mécanique de quelqu'un qui le fait 20 fois par jour. Plus tard, j'apprendrai que son nom était Stellan, le bras droit de Caspian, norvégien, ancien militaire, et que 10 mots par jour étaient sa limite généreuse. À l'intérieur de la voiture, j'ai serré mon sac contre ma poitrine et j'ai regardé par la fenêtre pendant que Cleveland défilait. Les mêmes rues que je connaissais par cœur, les mêmes bâtiments que toujours, mais vus de l'intérieur d'une voiture qui n'appartenait pas à ce monde. C'était étrange de voir ma ville comme ça, à travers les vitres teintées d'une berline qui coûtait plus cher que la maison où j'avais grandi, comme si je partais déjà avant d'être parti. La voiture s'est arrêtée devant ma maison. Stellan n'a rien dit, il a juste ouvert la portière et a attendu. J'ai couru à l'étage, j'ai fourré tout ce qui rentrait dans la petite valise et je me suis arrêté à la porte de la chambre de ma mère. L'oxygène sifflait doucement et elle dormait, le visage tourné vers la fenêtre. Je voulais entrer, je voulais la réveiller, je voulais lui dire que je partais et que je ne reviendrais peut-être pas de sitôt, mais si j'entrais, je ne pourrais pas en sortir. Alors j'ai appuyé mon front contre la porte, j'ai dit « Je t'aime » assez bas pour ne pas la réveiller, et je suis descendu avec la valise qui cognait contre les marches. Le jet était une autre chose que je n'étais pas prêt à assimiler. Blanc, avec une bande dorée sur le côté et le blason de la famille sur la queue. Un loup sur deux épées croisées. À l'intérieur, des sièges en cuir beige, des tables en bois sombre, et le genre de silence qui n'existe que dans les endroits où l'argent a même acheté l'absence de bruit. J'ai choisi le siège le plus éloigné de l'entrée et je me suis assise près de la fenêtre, en espérant que la distance me donnerait une illusion de contrôle. Ça n'a pas marché. Caspian est entré, a balayé toute la cabine de cette manière efficace qu'il avait de calculer les sorties et les menaces en moins de 2 secondes, et s'est assis à côté de moi. Pas sur le siège de devant, pas sur celui de derrière, à côté de moi, comme si tous les autres sièges vides du jet n'existaient pas. Je me suis figé. Il a dû le remarquer car il est resté silencieux pendant presque 1 minute entière, ce qui, dans ce minuscule espace entre nous, a semblé une éternité. Puis il a dit, sans me regarder, « Il y a à manger si tu veux, et la couverture est dans le compartiment de droite. » J'ai cligné des yeux. De tout ce que je m'attendais à entendre de l'homme que je venais d'être forcé d'épouser, des ordres, des menaces, de l'indifférence, des instructions sur où trouver la couverture n'étaient pas sur la liste. La phrase était si déplacée que j'ai lâché avant de pouvoir me retenir. « Tu es en train de me faire le briefing de sécurité en vol? » Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux sombres se sont plantés dans les miens avec une intensité qui m'a donné envie de me ratatiner sur mon siège, mais le coin de sa bouche, le coin droit pour être exact, a bougé. Ce n'est pas tout à fait devenu un sourire. C'était le fantôme d'un sourire, un indice que quelque part sous cette couche de glace, il y avait quelque chose qui reconnaissait l'humour. « La ceinture de sécurité est automatique, a-t-il dit, mais si tu as besoin d'aide, Stellan est dans la cabine avant. » Je ne savais pas si c'était une blague ou une information littérale. Avec lui, je soupçonnais que les deux choses étaient les mêmes. Je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai regardé les nuages se former sous nous alors que le jet montait et j'ai pensé, avec une clarté froide et terrifiante, j'ai épousé un inconnu et je suis dans un avion sans avoir la moindre idée d'où je vais. Le reste du vol s'est déroulé en silence. Caspian a ouvert un dossier de documents et a passé l'heure et demie suivante à lire, annoter et signer des papiers avec la même concentration implacable qu'il semblait appliquer à tout. J'ai essayé de dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je le sentais à côté de moi. La chaleur de son corps, le son de sa respiration contrôlée, le grattement sec du stylo sur le papier, et mon système nerveux refusait de s'éteindre. C'était comme essayer de dormir à côté d'un feu maîtrisé. Le mot-clé étant maîtrisé, car je n'avais absolument aucune garantie qu'il le resterait. Quand le jet a atterri, le soleil avait déjà disparu derrière les bâtiments et le ciel de Chicago était une traînée d'orange et de gris le long de l'horizon.
Stellan a ouvert la porte avec la même efficacité silencieuse qu'il apportait à tout, et l'air froid de la nuit a balayé la cabine comme un avertissement. Une autre voiture noire attendait sur le tarmac. J'ai descendu les escaliers en tenant la robe d'une main et mon sac de l'autre, et j'ai regardé autour de moi en essayant de repérer quelque chose qui me dirait où j'étais. Les lumières de la ville au loin, un aéroport privé avec plus de gardes que d'employés, et devant, une route sombre bordée d'arbres qui cachait ce qui se trouvait au bout. À l'intérieur de la voiture, j'ai regardé par la fenêtre Chicago défiler en flou de béton et de lumière. Je ne connaissais pas la ville. Je ne connaissais pas l'homme que je venais d'épouser. Je ne savais pas où j'allais. La seule pensée qui tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé était « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Le trajet a duré 20 minutes. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai payé et j'ai baissé la vitre et j'ai vu le manoir. Ce n'était pas une maison. C'était une déclaration. Pierre sombre, 3 étages, de hautes fenêtres avec une lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux et une entrée à colonnes qui semblait avoir été volée à un palais européen et replantée dans la banlieue de Chicago. Le jardin était impeccable. Des haies taillées avec une précision géométrique, un chemin de pierre éclairé par des lanternes basses, et en arrière-plan, la silhouette d'une fontaine que je ne pouvais pas bien distinguer dans le noir. Caspian est sorti de la voiture sans attendre que Stellan ouvre la porte. Il a ajusté son costume, a regardé le manoir comme quelqu'un qui vérifie que tout est en place, puis s'est tourné vers moi. Il a tendu la main. J'ai regardé cette main, grande, la chevalière brillant sous la lumière des lanternes, et pendant une seconde, j'ai envisagé de ne pas la prendre. Mais mes jambes étaient engourdies par le vol et les talons de la robe étaient un piège mortel. Alors j'ai placé ma main dans la sienne et je l'ai laissé m'aider à sortir. Ses doigts se sont refermés sur les miens avec une fermeté qui n'était ni douce ni brutale. C'était automatique, comme si tenir les choses avec un soin excessif était un réflexe qu'il ne pouvait pas désactiver. Il a lâché prise à la seconde où j'étais sur mes pieds, et l'absence de son contact a été si abrupte que j'ai presque eu froid. À l'intérieur, le manoir était tout ce que j'attendais et craignais à la fois. De hauts plafonds, des sols en marbre sombre, un large escalier qui se séparait en deux au sommet comme des ailes ouvertes. Tout était trop propre, trop silencieux, trop grand pour une famille qui, d'après ce que j'avais vu jusqu'à présent, se résumait à un homme de peu de mots et à un Norvégien qui n'en prononçait aucun. Caspian s'est arrêté au pied de l'escalier et s'est tourné vers moi. « Ta chambre est au 2e étage, elle est est, a-t-il dit. Stellan te montrera le chemin. » « Ma chambre ?» ai-je répété, et ce n'était pas une question. Il a incliné la tête comme si la répétition était inutile. « Ta chambre » a-t-il confirmé. « As-tu besoin de quelque chose ?» J'ai failli rire. Failli parce que la liste des choses dont j'avais besoin à ce moment-là commençait par récupérer ma vie et se terminait par une explication de ce qui se passait. Et aucune des deux ne tenait dans une réponse polie, alors j'ai dit « non ». Il a hoché la tête une fois et a monté les escaliers sans se retourner. Je suis resté dans le hall avec Stellan, qui attendait à côté de moi en silence, et je l'ai suivi quand j'ai réalisé que rester là n'allait rien changer. La chambre avait la taille de tout l'appartement où je vivais à Cleveland. Un lit immense, des rideaux lourds, une fenêtre donnant sur le jardin illuminé en contrebas. Stellan a ouvert la porte, a allumé la lumière et est parti sans un mot. Je suis entré, j'ai fermé la porte derrière moi, et c'est là que j'ai vu 4 hommes dehors, postés dans le couloir comme des statues en costume, 2 de chaque côté de la porte, armés. J'ai vu les armes avant de fermer la porte, le volume sous leur veste, la posture rigide d'hommes qui saignent sans servir. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et j'ai tourné la clé dans la serrure avec des mains tremblantes. J'ai appuyé mon dos contre la porte et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. 4 gardes devant la porte de ma chambre. Je ne savais pas s'ils étaient là pour me protéger ou pour m'empêcher de partir. Et cette nuit-là, assise sur le sol froid d'une chambre qui n'était pas la mienne, dans une ville que je ne connaissais pas, marié à un homme dont je pouvais à peine prononcer le nom, j'ai réalisé que la différence entre les deux n'avait peut-être pas d'importance. Le résultat était le même. Chapitre 2. Le monstre qui envoie des fleurs. Je me suis réveillé désorienté, la lumière du soleil filtrant à travers une fente dans le rideau et me frappant le visage comme un projecteur mal réglé. Pendant 3 secondes, j'ai cru que j'étais à Cleveland, dans ma chambre exiguë,
avec le bruit de la circulation et l'odeur du café que ma mère préparait avant que je parte au travail. Puis j'ai ouvert les yeux pour de bon et j'ai vu le haut plafond, le lit énorme et les rideaux d'un gris qui semblait avoir été choisi par quelqu'un qui pensait que la couleur était un signe de faiblesse. Je me suis assise et j'ai regardé autour de moi. La chambre était toujours silencieuse, avec cette propreté agressive de chambre d'hôtel où tout semble intact parce que personne n'y vit vraiment. Ma valise était dans un coin, petite, abîmée, contenant 3 tenues de rechange et 2 livres. À côté de la valise, une porte que je n'avais pas remarquée la nuit précédente. C'était un placard, et pas n'importe quel placard, le genre qui a plus d'espace que le salon de ma mère, avec un éclairage intégré et des étagères en bois sombre du sol au plafond, et il était plein. Des robes, des chemisiers, des jupes, des chaussures, tout organisé par couleur avec le soin révérencieux de quelqu'un qui organise une exposition de musée. J'ai sorti la première robe, bleu marine, un tissu qui glissait entre mes doigts comme de l'eau, et elle semblait faite pour une femme d'1,80 m. Je mesure 1,62 m. Je l'ai tenue contre mon corps et la robe a dépassé généreusement mes pieds, traînant sur le sol comme une traîne improvisée. La deuxième, même problème. La troisième était un chemisier en soie blanche qui m'arrivait à la cuisse comme une robe. Les chaussures faisaient une 2 pointures de trop. J'ai glissé mon pied dans un escarpin noir et il a vacillé comme un bateau. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, et j'ai fixé tout ce placard de vêtements inadaptés. Il avait acheté une garde-robe complète sans choisir une seule pièce à la bonne taille. Je ne savais pas si c'était de la négligence ou si Caspian Carideo pensait avoir épousé une joueuse de volleyball. J'ai porté le chemisier en soie comme une robe, parce que c'était ça ou la robe de mariée, et je suis descendu. J'ai suivi l'odeur de café jusqu'à ce que je supposais être la cuisine. Faux. C'était de la salle à manger. Une table dressée pour 30 personnes, avec des assiettes en porcelaine, des couverts en argent, des serviettes pliées en éventail et des carafes de jus alignées bout à bout pour 30 personnes. La pièce était vide. Je me suis assise en bout de table parce que ça n'avait pas d'importance, et une femme en uniforme est apparue, a posé une tasse de café devant moi sans dire bonjour, et a disparu. J'ai bu le café en fixant les 29 sièges vides, et j'ai pensé que c'était peut-être le repas le plus solitaire de ma vie. Après le café, je suis remonté. Les 4 gardes étaient toujours à la porte, dans la même position, comme s'ils n'avaient pas bougé d'1 millimètre de toute la nuit. 2 de chaque côté, les mains jointes devant eux, des expressions de parpaing. Je les ai regardés, ils m'ont regardé, et personne n'a rien dit. Je suis entré dans la chambre et je me suis assise sur le lit. La réalité m'est tombée dessus avec le poids d'un piano. J'étais dans un manoir à Chicago, marié à un homme que je ne connaissais pas, entouré d'hommes armés, portant un chemisier qui n'était pas à moi, dans une chambre qui n'était pas la mienne, et personne ne m'avait dit ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Si j'étais une épouse ou une prisonnière ou quelque chose entre les deux qui n'avait pas encore de nom. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Delphine. Delphine Brossard était ma meilleure amie depuis l'université, une Française de Lyon venue aux États-Unis pour étudier l'œnologie, qui était restée et travaillait maintenant comme sommelière dans un restaurant du centre de Chicago. Elle disait ce qu'elle pensait, buvait du vin comme de l'eau, envoyait des messages vocaux de 6 minutes à 3 heures du matin et était la seule personne au monde qui pouvait me faire rire quand je n'en avais pas envie. Je ne lui avais rien dit. Je n'avais pas eu le temps, pas le courage, et une partie de moi sentait que si je le disais à voix haute, la situation deviendrait réelle d'une manière que je n'étais pas prête à accepter. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sarah, je t'ai appelé 3 fois hier, tu as disparu. Tu vas bien? J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, je l'ai rouverte. Je me suis marié, ai-je dit. Le silence à l'autre bout du fil a duré 4 secondes. Tu as fait quoi? Je me suis marié d'elle hier à Chicago, avec un homme que je ne connais pas. Serafina Ashford, a-t-elle dit, et je pouvais dire à son ton qu'elle était passée du choc à la fureur en un temps record. Si c'est une blague, je viens là-bas et je te tue moi-même. Si ce n'en est pas une, je viens là-bas et je le tue lui. Dans toutes les cas, j'arrive. Je lui ai tout raconté. Le père, la dette, la cérémonie de 11 minutes, le jet, le manoir, les gardes. Delphine a écouté avec des bruits d'indignation de plus en plus forts. Un « non »
silencieux par-ci. Un « tu plaisantes » par-là. Un « mon Dieu » qui a traversé le téléphone comme une gifle. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un moment qui, venant de Delphine, était alarmant. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, a-t-elle dit lentement. Tu as épousé un mafieux. Tu es enfermé dans un manoir. Il y a des gardes armés devant la porte de ta chambre et tu me racontes ça au téléphone comme si c'était une mise à jour de routine. C'est un film où je suis saoul. Ni l'un ni l'autre. Sarah, je jure sur tout ce que j'aime que je viens là-bas, même si je dois défoncer le portail. Envoie-moi l'adresse. Je ne connais pas l'adresse d'elle. Je ne sais même pas dans quel quartier je suis. Elle a lâché une série de mots en français que je n'ai pas compris. Mais le ton était explicite. Puis elle a pris une profonde inspiration et a dit « D'accord, écoute, je vais découvrir où tu es. J'arrive et on va trouver une solution. Tu ne vas pas traverser ça toute seule, tu m'entends? » Mes yeux me piquaient, mais je n'ai pas pleuré. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le plafond avec le téléphone pressé contre ma poitrine. Puis j'ai ouvert mes contacts et j'ai laissé mon doigt planer sur le nom de ma mère pendant près d'une minute. J'ai appelé. L'infirmière a répondu Donna, la même voix fatiguée que toujours, et a dit qu'elle était stable, que l'oxygène avait été ajusté ce matin et qu'elle avait demandé de mes nouvelles. Dites-lui que je vais bien, ai-je dit. Dites-lui que je suis à Chicago, que je travaille. Le mensonge est sorti facilement parce que c'était le genre de mensonge que je savais déjà raconter avant d'arriver. Le reste de la journée s'est écoulé avec la lenteur d'une horloge cassée. J'ai fait les 100 pas dans la chambre, j'ai essayé de lire, j'ai abandonné, j'ai réessayé, j'ai encore abandonné. Je n'ai pas vu Caspian, ni Stellan, ni personne d'autre que la femme en uniforme qui est apparue à l'heure du déjeuner avec un plateau et être repartie avec la même efficacité fantomatique. Au milieu de l'après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. Je l'ai ouverte en m'attendant au plateau et je me suis retrouvé face à une composition florale de la taille d'un arbuste. Des lits blancs, des dizaines, montés dans un vase noir avec des rubans noirs à la base. L'arrangement était solennel, parfumé et impeccable, et il ressemblait, avec une précision frappante, à une composition funéraire. J'ai fixé ces fleurs et j'ai senti un rire nerveux me monter à la gorge. Il avait envoyé des fleurs d'enterrement. Le chef d'une famille mafieuse, le propriétaire d'un manoir avec plus de gardes que de meubles, avait envoyé un arrangement qui semblait appartenir à la veillée funèbre d'une grand-tante italienne. Je suis allé à la porte. Les 4 gardes m'ont regardé avec leur expression habituelle, aucune. Mais Stellan était là aussi, debout à côté d'eux avec une tablette à la main et la posture droite de quelqu'un né en formation militaire. Qui a envoyé les fleurs? Ai-je demandé. Stellan m'a regardé avec les yeux bleus les plus inexpressifs que j'ai jamais vus de ma vie. Monsieur Corrado, il a demandé de belles fleurs. Je l'ai regardé, j'ai regardé l'arrangement derrière moi, je l'ai regardé à nouveau. Dites-lui que je suis vivante, pas en train d'être mise en bière. Stellan a cligné des yeux une seule fois, l'équivalent norvégien d'un fou rire. Je transmettrai, a-t-il dit, et il a descendu le couloir avec la tablette sous le bras. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle et j'ai laissé échapper le rire. Court, nerveux, un peu hystérique, mais c'était la première fois que je riais depuis Cleveland. Et pendant une seconde, le nœud dans ma poitrine s'est desserré. La nuit est tombée et je me suis allongé dans le lit trop grand en me fixant le plafond trop haut, pensant à trop de choses. Je me suis endormi après minuit. J'ai rêvé de mon père, de la cérémonie, de Caspian debout à côté de moi sans sourire. Je me suis réveillé d'un coup, le cœur battant, le souffle coupé, les cheveux collés à mon front. Je me suis assise dans le lit et j'ai tendu la main vers la table de chevet. Ma main a touché un verre. Il y avait un verre d'eau là, un verre épais, rempli à moitié, avec une perle de condensation qui coulait sur le côté. Il n'était pas là quand je me suis couché. À côté, plié en deux avec précision, un morceau de papier épais avec une ligne à l'encre noire. J'ai pris le papier et je l'ai incliné vers le clair de lune. Bois l'eau, le cauchemar passera. L'encre était stable, mais en regardant de près, j'ai vu ce qui semblait être un pli dans le papier, comme s'il l'avait plié, déplié et replié avant de décider de le laisser. Comme si écrire 3 mots avait nécessité plus d'un essai. Je connaissais cette écriture. Je l'avais vu signer les documents qui avaient scellé mon destin.
Quelqu'un était entré dans ma chambre pendant que je dormais, avait passé les gardes, ouvert la porte, posé un verre d'eau et un mot, et était parti sans me réveiller. Et ce quelqu'un était le même homme auquel j'essayais de ne pas penser depuis que le jet avait atterri. Ce n'était pas doux, pas exactement. C'était fonctionnel. Bois l'eau, le cauchemar passera. Direct, presque froid, mais il savait que j'avais fait un cauchemar, ce qui signifiait qu'il avait été réveillé, ce qui signifiait qu'il avait prêté attention. J'ai bu l'eau, j'ai rangé le mot dans le tiroir de la table de chevet sans savoir pourquoi. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que le sommeil revienne. Et la dernière pensée que j'ai eue avant de fermer les yeux était que de toutes les peurs que j'avais emportées avec moi de Cleveland, la plus dangereuse n'était pas l'homme armé de l'autre côté de la porte. C'était le verre d'eau sur la table de chevet. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la même table dressée pour 30 et à la même chaise vide. La table était là. Les 30 places étaient toujours là. Mais sur la chaise en face de la mienne, Caspian était assis. Il tenait une tasse de café de la main droite, la chevalière brillant sous la lumière de la fenêtre, et lisait quelque chose sur son téléphone avec l'attention de quelqu'un qui décode un traité de guerre. Le costume sombre, la chemise boutonnée jusqu'à l'avant-dernier bouton. Il avait l'air si parfaitement apprêté à 7 heures du matin que j'ai ressenti une lueur irrationnelle d'irritation, considérant que j'étais là, dans le chemisier en soie froissée, avec mes cheveux en un chignon qui défiait la gravité. Il a levé les yeux quand je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas souri. Il m'a juste regardé avec cette intensité que je ne savais toujours pas comment lire. Je me suis assise, j'ai tiré la tasse de café vers moi et j'ai pris une longue gorgée. Il n'est pas retourné à sa lecture. Il me regardait, immobile, avec la patience de quelqu'un qui pouvait attendre aussi longtemps qu'il le fallait. Et là, sous ce regard qui pesait comme du plomb, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. Il y avait encore de la peur, beaucoup, mais il y avait autre chose à côté, chaud et troublant, qui s'est installé sous mes côtes et a refusé de partir. Et j'ai réalisé, avec une piqûre qui m'a effrayé, que ce que je ressentais n'était pas seulement de la peur. Chapitre 3. Proche, trop proche, le petit déjeuner avec Caspian a duré 12 minutes. Je le sais parce que j'ai compté. C'était la deuxième fois que je chronométrais quelque chose en rapport avec lui, et le schéma commençait à m'inquiéter. Pendant ces 12 minutes, il a bu du café, lu quelque chose sur son téléphone et m'a regardé 4 fois. J'ai bu du café, mangé un morceau de pain grillé sans goût et fait semblant de ne remarquer aucune des 4 fois. Il est parti sans dire au revoir. Il s'est levé, a ajusté le bouton de son costume avec ce geste automatique que je reconnaissais déjà et s'est dirigé vers la porte. Sur le seuil, il s'est arrêté et s'est à moitié tourné dans ma direction. Les vêtements vont être remplacés. Quoi? Les vêtements dans le placard. Ils n'étaient pas à la bonne taille. Ils vont être remplacés aujourd'hui. Et il est parti, sans attendre de réponse, sans s'excuser, sans expliquer comment il le savait. Je suis resté assise là, à fixer l'embrasure de la porte vide avec le pain grillé suspendu en l'air, et j'ai pensé à deux choses à la fois. Quelqu'un avait signalé le désastre du placard, et il s'en souciait assez pour le réparer. Je ne savais pas laquelle des deux me dérangeait le plus. J'ai passé la matinée à explorer le manoir avec les 4 gardes qui me suivaient à distance, comme des ombres en costume prétendant qu'ils n'étaient pas là. Au rez-de-chaussée, outre la salle à manger impériale, il y avait un salon que personne n'utilisait. Un bureau avec une porte toujours fermée et une cuisine professionnelle avec des comptoirs en marbre. Au deuxième étage, l'aile ouest était interdite. L'un des gardes s'est matérialisé devant moi lorsque j'ai essayé de tourner dans le couloir et a secoué la tête une fois. Mais c'est au bout du couloir que j'ai trouvé la bibliothèque. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée et l'odeur m'a frappé en premier, du vieux papier, du cuir et du bois, ce parfum de livres qui n'ont pas été touchés assez longtemps pour développer une personnalité. Des étagères du sol au plafond sur tous les murs, une échelle en bois sur des rails, et au centre, 2 canapés en cuir sombre et un fauteuil autour d'une table basse. Romans, essais, philosophie, histoire, tout mélangé sans ordre. Comme si quelqu'un avait acheté une librairie entière et l'avait déversée sur les étagères sans se soucier de l'organiser.
Personne n'utilisait cette bibliothèque. Je pouvais le dire à la poussière uniforme et à la position intacte des volumes. Alors j'ai fait la seule chose que je savais faire quand le monde n'avait pas ça de pétum. J'ai commencé à organiser. J'ai choisi les jours suivants dans cette pièce. J'ai retiré les livres des étagères. Je les ai triés par année de publication. J'ai essuyé les dos et j'ai construit des piles sur le sol, sur le canapé, sur toutes les surfaces disponibles. Là, au milieu de ce chaos organisé, j'étais de nouveau moi-même, pas l'épouse achetée, pas la prisonnière de l'LSD. J'étais Seraphina Ashford, bibliothécaire de Cleveland, faisant la seule chose que j'avais toujours su bien faire. Un soir, j'étais assise par terre avec des livres empilés autour de moi, comme des murs de forteresse en papier, les lunettes de travers dans le chignon le plus désordonné de l'histoire des chignons, quand j'ai senti quelqu'un à la porte. Caspian était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, dans son costume sombre et son expression indéchiffrable. Mais quelque chose était différent. Il ne passait pas par là. Il se tenait le corps tourné vers moi, et ses yeux parcouraient la pièce avec une lenteur qui m'a fait réaliser qu'il était là depuis plus longtemps que je ne le pensais. Je me suis figé, assise par terre, entouré de livres, ressemblant à quelqu'un qui avait perdu un combat contre une étagère. Il a regardé les piles, mon système, le livre dans ma main. Puis il m'a regardé. Par genre ou par auteur? La voix était basse, sans hâte. Par année de publication, ai-je dit, et ma voix est sortie plus stable que je ne l'attendais. Il a réfléchi à cela un instant. Intéressant, a-t-il dit, et il est parti. Je suis resté assise là, le cœur battant à double vitesse et le livre pressé contre ma poitrine, fixant le cadre de la porte vide. Un mot, il a dit, un mot, et mon corps a réagi comme s'il avait entendu une déclaration. Je ne savais pas si c'était le ton, le poids de son regard, ou le fait que de tout ce qu'il aurait pu dire, il avait choisi la seule question qui montrait qu'il reconnaissait ce que je faisais. Le soir suivant, le deuxième désastre doux de Caspian s'est produit. Je suis descendu pour dîner et j'ai trouvé la pièce transformée. La table qui avait été dressée pour 30 avait maintenant 2 places, l'une en face de l'autre, avec des bougies allumées, des verres en cristal, des serviettes en lin et 3 serveurs postés le long du mur comme des soldats attendant des ordres. Pour 2, avec 3 serveurs. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte et j'ai failli y remonter. La scène ressemblait à une demande en mariage mise en scène par quelqu'un qui n'avait jamais vu de demande en mariage et qui avait fait des recherches sur le mauvais site web. L'excès était si sincère que ça faisait mal. Caspian était déjà assis, chemise sombre, sans costume pour la première fois, ce qui chez lui équivalait à être en pyjama. Les manches retroussées révélaient ses avant-bras, et j'ai détourné le regard trop vite. Je me suis assise en face de lui. Les serveurs se sont déplacés en synchronisation, versant de l'eau et ajustant les couverts avec la précision d'une chorégraphie répétée. Puis, le silence. 2 minutes complètes avec les bougies vacillantes entre nous comme des témoins embarrassés. Il tenait son verre sans boire. Je tenais ma serviette sans savoir où la mettre. Je n'en pouvais plus. Tu sais, un dîner pour 2 nécessite une conversation, non? Il m'a regardé, a cligné des yeux, comme si l'information était nouvelle. Vas-y, a-t-il dit. À propos de quoi? De ce que tu veux. Je l'ai regardé, j'ai regardé les bougies, les 3 serveurs, et j'ai dit de la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quel genre de fleurs ne sont pas des fleurs d'enterrement? Caspian est resté silencieux, considérant la question avec le même sérieux qu'il apportait probablement à des négociations de plusieurs millions de dollars. Au fond de la pièce, Stellan, appuyé contre le mur, les mains derrière le dos, a presque souri. Le coin de sa bouche a bougé d'1 millimètre avant de revenir à sa position initiale. J'ai compris à cet instant que Stellan voyait tout, comprenait tout et s'amusait de tout, mais préférerait mourir plutôt que de le montrer. Le lendemain matin, un petit vase de marguerites blanches et jaunes est apparu sur la table du petit déjeuner. Pas de ruban noir, pas de connotation funéraire. J'ai regardé les fleurs et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine qui n'était pas de la peur. 2 jours plus tard, Delphine est arrivée. J'étais dans la bibliothèque quand Stellan a ouvert la porte et a dit, de la voix la plus plate du monde, « Visiteur ». Delphine est entrée derrière lui comme un ouragan de cheveux bruns, d'écharpe rouge et d'indignation française.
Elle a regardé la bibliothèque avec de grands yeux, puis moi, puis à nouveau la bibliothèque. Sarah, cet endroit est plus grand que tout mon appartement, tout l'immeuble, y compris le parking. Elle m'a serré si fort dans ses bras que mes côtes ont protesté, puis m'a tenu par les épaules et m'a examiné de la tête aux pieds. Quand elle a repéré la cave à vin intégrée dans le coin de la pièce, elle a sorti une bouteille, a vérifié l'étiquette et ses yeux se sont agrandis. C'est un Barolo de 2010 jeté sur une étagère comme si c'était une décoration. Je le déteste par principe, mais la collection de vins m'offense et me ravit en même temps. Nous sommes montés. Dans le couloir, Delphine a croisé Stellan venant de la direction opposée. Elle s'est arrêtée, l'a regardé de haut en bas, ce qui a demandé un effort étant donné qu'il mesurait près de 2 mètres, et s'est tournée vers moi la main sur la poitrine. Mon Dieu, même les gardes du corps sont magnifiques ici. Stellan est passé tout droit sans changer de rythme ni d'expression. J'ai attrapé Delphine par le bras avant qu'elle ne puisse faire de commentaires en français. Dans la chambre, assise sur le lit, elle a baissé la voix. Est-ce qu'il est horrible? J'ai pensé aux mots, au verre d'eau, à la question sur les livres, aux marguerites. J'ai pensé aux gardes, à la porte verrouillée, au regard qui me donnait envie de reculer et de me pencher en avant en même temps. Il a envoyé un arrangement funéraire le premier jour. Delphine a failli recracher le vin qu'elle avait ramené d'en bas. Un arrangement funéraire? Est-ce qu'il essayait de te tuer ou de te séduire? Je n'ai pas pu répondre, et le fait que je ne puisse pas m'a effrayé plus que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. Delphine est partie en fin d'après-midi avec la promesse de revenir et la menace d'amener des renforts. Je l'ai regardé partir depuis la fenêtre de la chambre et j'ai senti la solitude revenir avant que la voiture ne disparaisse par le portail. Cette nuit-là, elle est devenue froid sans avertissement, le genre de froid de Chicago qui s'infiltre dans vos os sans demander la permission. Je suis sorti sur le balcon du 2e étage pour regarder la ville, les bras croisés, essayant d'absorber quelque chose qui n'était pas les murs de ce manoir. Les lumières de Chicago brillaient au loin comme une constellation terrestre, et le vent transportait une odeur de pluie qui me rappelait Cleveland d'une manière qui me serrait la poitrine. J'ai senti sa présence avant d'entendre les pas. Caspian est apparu à côté de moi sans un mot. Je n'ai pas eu besoin de me retourner. L'odeur de bois et de whisky est arrivée avant lui, et l'air autour de moi a changé comme je savais déjà qu'il le ferait, devenant plus épais, plus lourd, comme si le balcon avait rétréci. Il est resté immobile pendant quelques secondes, regardant la même ville que moi, puis a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il a enlevé sa veste et l'a posée sur mes épaules, sans demander, sans me prévenir, sans toucher aucune partie de moi à part le tissu. La chaleur de son corps était encore dans la doublure, et elle m'a frappé d'un coup avec l'eau de Cologne qui était maintenant sur moi, autour de moi, si proche que je pouvais sentir chaque note, comme si lui-même m'enveloppait. L'air a quitté mes poumons et je suis resté là, les bras croisés et le cœur battant à un rythme qui n'avait rien à voir avec le froid. Il ne m'a pas touché. Il est resté là, à côté de moi, les mains dans les poches, le visage tourné vers les lumières de la ville. La distance entre nos épaules n'était que de quelques centimètres, trop proche pour être accidentelle, trop loin pour être une invitation. Le vent m'a frappé le visage et a apporté sa chaleur avec lui, et j'ai pensé que de toutes les choses dangereuses que j'avais affrontées depuis Cleveland, la plus dangereuse était cet espace entre nos corps. Tu n'es pas le monstre que je croyais, ai-je dit, et les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Caspian n'a pas répondu tout de suite. Sa mâchoire a bougé une fois, comme s'il mâchait la phrase, testant son poids. Puis il a dit, sa voix assez basse pour que le vent l'emporte presque. Peut-être que si, mais pas avec toi. La phrase est restée suspendue entre nous, trop lourde pour que le vent l'emporte. Il a agrippé la balustrade du balcon d'une main, et j'ai vu ses jointures blanchir, une minuscule fissure dans ce contrôle parfait qu'il portait comme un second costume. Cela a duré 2 secondes, puis ses doigts se sont détendus. La posture est revenue et le moment est passé si vite que j'ai presque cru l'avoir imaginé. J'ai tourné mon visage et je l'ai regardé, le profil dur découpé sur les lumières de la ville, la ligne tendue de sa mâchoire, les yeux sombres qui ne me regardaient pas, mais dont je savais qu'ils étaient conscients de chacun de mes mouvements.
Il venait de me dire qu'il était dangereux, que le monstre existait, que j'étais l'exception et la partie de mon cerveau qui aurait dû ressentir de la peur, la partie logique et rationnelle de Cleveland, s'est tue. Je n'ai pas rendu la veste. Au milieu de la nuit, je suis descendu chercher de l'eau. La cuisine était presque sombre, avec une seule lumière basse au-dessus du comptoir, et Caspian était là, debout, appuyé contre le comptoir, les manches retroussées, un verre de whisky à la main. Pas de costume, pas d'armure. Ses épaules étaient plus basses, sa mâchoire plus détendue, et la lumière tamisée adoucissait les lignes dures de son visage. Il avait l'air fatigué, pas du genre que le sommeil répare, mais du genre qui vient de porter des choses lourdes pendant trop longtemps. Il a levé les yeux quand je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. J'étais en t-shirt et pantalon de survêtement, les cheveux détachés, pieds nus. La cuisine était énorme, mais à la seconde où ses yeux ont rencontré les miens, l'espace a rétréci. « Tu n'arrives pas à dormir ?» a-t-il demandé, sa voix plus basse que d'habitude. « Non. » Je suis entré lentement, comme si bouger trop vite allait briser quelque chose de fragile. « Et toi? » Je n'y arrive jamais. La phrase est restée en suspens, simple et lourde. Je suis allé à l'évier, j'ai pris un verre et je l'ai rempli d'eau, sentant son regard sur mon dos comme une pression physique. Quand je me suis retourné, il n'avait pas bougé. J'aurais dû remonter. J'aurais dû dire bonne nuit et retourner dans la chambre, mais mes pieds n'ont pas obéi. Je suis resté là, appuyé contre le comptoir opposé, le verre dans les deux mains et sa veste toujours sur mes épaules, parce que je ne l'avais pas rendu et il ne l'avait pas demandé. L'air entre nous était épais de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'a nommé, et chaque seconde qui passait rendait plus difficile de prétendre que ça n'existait pas. Quand je suis remonté, j'ai appuyé mon front contre la porte de la chambre et j'ai fermé les yeux. La veste était toujours sur mes épaules et je ne l'ai pas enlevée. Je suis resté là, respirant l'odeur de bois et de whisky, et j'ai pensé que j'étais en danger, mais pas du genre que j'avais supposé. Le danger était la chaleur sous mes côtes qui apparaissait quand il était prêt, la difficulté à respirer qui n'avait rien à voir avec la peur, l'envie de rester quand tout me disait de fuir. Je pensais à lui avant de m'endormir, et la peur se transformait en autre chose. Chapitre 4. La vérité qui brûle. Les jours passaient et la distance entre nous se réduisait sans que ni l'un ni l'autre ne le prévoie. Caspian a cessé d'envoyer Stellan. Il a commencé à se montrer en personne, sans prévenir, comme pour tester jusqu'où il pouvait s'approcher avant que je ne recule. Un matin, j'étais dans le jardin arrière, assise sur un banc près de la fontaine, un livre sur les genoux et un manteau trop fin pour le froid. J'ai éternué, fort, du genre qui secoue tout votre corps. Je me suis essuyé le nez avec le dos de la main et je suis retourné au livre. 20 minutes plus verbal, Caspian est descendu le chemin de pierre de sa longue foulée habituelle, portant un lourd manteau sur le bras et une tasse fumante à la main, avec l'expression de quelqu'un qui exécute une mission militaire de haute priorité. Il s'est arrêté devant moi, a tendu le manteau et a posé le thé sur le banc. J'ai regardé tout ça et j'ai dit « J'ai éternué. Je ne me suis pas évanoui. » « Tu es rouge, a-t-il dit, comme si cela réglait la question. Parce qu'il fait froid, alors le manteau a du sens. J'ai ouvert la bouche et j'ai réalisé que je n'avais aucun argument. J'ai mis le manteau, qui était trop grand et sentait comme lui, et j'ai pris le thé. Caspian a semblé satisfait, et d'une manière presque imperceptible, ses épaules se sont détendues d'1 millimètre, sa mâchoire s'est desserrée d'1 demi-degré, et il est parti sans un autre mot, les mains dans les poches, marchant comme quelqu'un qui venait de résoudre une affaire d'État. Un soir, je lisais sur le canapé de la bibliothèque quand il est entré et s'est assis dans le fauteuil d'en face avec un livre à couverture rigide. Après 20 minutes, j'ai remarqué qu'il n'avait pas tourné la page une seule fois. Je le savais parce que j'avais regardé, et le fait que je regardais était déjà un problème. J'avais besoin d'un autre livre sur l'étagère du haut. Je me suis levé, j'ai tendu le bras et je n'ai pas pu l'atteindre. Avant que je puisse attraper l'échelle, j'ai senti la chaleur derrière moi. Caspian s'était levé sans un bruit, s'était penché par-dessus moi et avait attrapé le livre. Quand il l'a baissé pour me le tendre, ses doigts ont touché les miens. Le monde s'est arrêté. Le contact était minime. Le bout des doigts contre le bout des doigts avec le livre entre nous. Mais j'ai senti ce contact remonter le long de mon bras et s'installer au centre de ma poitrine,
comme un courant électrique. Aucun de nous n'a lâché le livre. Il était trop proche, assez proche pour que je voie les variations de teinte dans ses yeux sombres, pour que je sente le souffle chaud de whisky et de menthe. Il a regardé ma bouche, j'ai regardé la sienne. Personne n'a bougé. L'espace entre nous se réduisait comme si sa propre gravité attirait l'un vers l'autre. La porte s'est ouverte. Monsieur Carido, vous... Caspian a fermé les yeux une demi-seconde, la mâchoire serrée, une lente respiration par le nez, les doigts se resserrant sur le livre avant de le lâcher, et il est parti sans un mot. Je suis resté là, le livre pressé contre ma poitrine et le cœur dans la gorge. Le lendemain matin, Thibault Moreau a frappé à la porte de la bibliothèque, 2 coups espacés et formels. Il est entré avec son élégance habituelle, costume gris et un dossier en cuir marron à la main. Mais son expression était différente de toutes les autres fois où je l'avais vu. Ce n'était pas du calcul, ce n'était pas de l'efficacité, c'était le visage de quelqu'un qui avait pris une décision contre sa propre nature et qui ne savait toujours pas s'il avait fait ce qu'il fallait. « Serafina », a-t-il dit, et c'était la première fois qu'il utilisait mon nom. Il a fermé la porte derrière lui et est resté immobile un instant, la main toujours sur la poignée, comme pour se donner une dernière chance de reculer, puis il s'est dirigé vers la table basse et a posé le dossier. « Caspian ne sait pas que je suis là », a-t-il dit, avant de l'ouvrir, et s'il le savait, ce serait probablement la dernière chose que je ferais dans cette maison. Mais je travaille pour cette famille depuis 32 ans, et la seule règle que je n'ai jamais enfreinte est de ne pas détruire les gens à l'intérieur. Il m'a regardé avec ses yeux qui calculaient tout, mais pour la première fois, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait, contre tout ce que cet homme représentait, à du remords. Vous êtes à l'intérieur maintenant, et vous méritez de savoir dans quoi vous avez mis les pieds. Il a ouvert le dossier. Des contrats, des reçus, des virements bancaires. Je me suis assise et j'ai commencé à lire, et à chaque ligne, le sol semblait moins solide. Il n'y avait pas de dette. Mon père n'avait jamais rien dû. Il n'y avait pas de recouvrement, pas de menace. Dominique était allé voir la famille Carido de son propre chef et avait offert sa fille en échange d'argent, 250 000 $. Le montant était là, à l'encre noire, suivi de la signature tordue que je reconnaissais des cartes d'anniversaire de mon enfance. « Est-ce que Caspian sait ?» ai-je demandé, la voix rauque. Thibault m'a regardé avec ses yeux qui calculaient tout, depuis le début. J'ai quitté la bibliothèque sans le regarder. J'ai descendu les escaliers, tourné dans les couloirs et trouvé Caspian dans le bureau, dos à la porte. Quand je suis entré, il s'est retourné et j'ai vu sur son visage le moment exact où il a compris. Ses yeux sont passés des documents dans ma main à mon visage et quelque chose dans son expression a changé. Le visage de quelqu'un qui attendait ce moment depuis des semaines et savait qu'il n'avait aucune défense. Je tremblais de rage. « Tu savais », ai-je dit, et les mots sont sortis, tranchants. « Pendant tout ce temps, tu savais que mon père m'avait vendu et tu m'as épousé quand même. » « Pourquoi? »« Parce que je t'ai vu, » a-t-il dit, sa voix basse, presque brute. « Il y a 6 mois, à une fête. Tu riais et je n'avais jamais vu personne rire comme ça. » La phrase m'a frappé en plein centre, mais pas comme il s'y attendait. « Quelle fête ?» ai-je demandé, et la colère dans ma voix a gagné une nouvelle couche, plus froide. Je ne suis jamais allé à une fête à Chicago. Je vivais à Cleveland, je travaillais dans une bibliothèque et je sortais avec mon ami pour du vin bon marché en ville. À quel moment de ma vie aurais-je été à une fête où quelqu'un comme toi se trouvait? Caspian a soutenu mon regard sans ciller. Le gala de charité pour la fondation de ton père, en novembre. Il avait besoin d'une fille présentable pour convaincre les investisseurs qu'il était un homme de famille. Tu as passé toute la soirée dans un coin près du bar, à rire avec une femme en écharpe rouge, et tu es parti avant minuit. Le sol s'est dérobé. La fondation de mon père, l'organisation de façade qu'il prétendait philanthropique et que je n'avais jamais remise en question. J'avais été à cet événement. Delphine était venue avec moi parce que je détestais y aller seul. Je me souvenais de la robe empruntée, des terribles canapés, du départ anticipé parce que je ne supportais plus de sourire à des inconnus. Et quelque part dans cette pièce, Caspian Carido m'avait observé. « Alors, tu m'as vu une fois, il y a 6 mois, et tu as décidé que tu me voulais, » ai-je dit lentement, testant le poids de la phrase. « Et quand mon père s'est présenté en offrant sa fille,
Tu as trouvé ça pratique. Je n'ai pas trouvé ça pratique. J'ai trouvé ça inévitable. Sa mâchoire s'est crispée. Et si je n'avais pas accepté, il t'aurait offert à quelqu'un d'autre. Alors, tu m'as acheté. Je t'ai prise à un homme qui te vendait. Ça ne change rien au fait que tu as participé. Non, ça ne change rien. Il ne s'est pas défendu, n'a pas justifié, n'a pas expliqué. Il l'a accepté. Et cette acceptation m'a désarmé d'une manière qu'aucune excuse n'aurait jamais pu, parce qu'elle ne me donnait rien contre quoi me battre. Je suis monté, j'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis Cleveland, non pas de peur, mais de trahison. Le père que je pensais protéger avait transformé sa propre fille en une transaction bancaire. Et Caspian le savait depuis le début. Pendant qu'il apportait du thé quand j'éternuais et écrivait des mots quand je faisais des cauchemars. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Pour la fille qui pensait être courageuse et qui était vendue. Pour la mère à Cleveland qui ne savait rien, que j'appelais tous les 2 jours et à qui je disais que j'allais bien, que Chicago était magnifique, que le nouveau travail était bien, tandis qu'à l'autre bout du fil, l'oxygène sifflait et sa voix devenait plus mince chaque semaine. Si elle savait que son mari avait vendu leur fille pour payer ce qui n'était même pas une dette, la machine qui maintenait ses poumons en marche ne suffirait pas. Et j'ai pleuré parce que malgré tout, malgré le mensonge, l'accord, chaque document dans ce dossier, je ne voulais pas partir. Et c'est ce qui faisait le plus mal. Je n'ai pas quitté la chambre le lendemain, ni le surlendemain. Parfois, j'entendais des pas s'arrêter de l'autre côté de la porte, lourds, persistants, le genre qui appartenait à un grand homme qui ne sait pas quoi faire de ses mains, puis s'éloigner sans frapper. Le 3e jour, je me suis réveillé et j'ai vu une enveloppe blanche sous la porte. L'écriture ferme et penchée vers la droite sur le devant m'a dit de qui il s'agissait avant que je ne l'ouvre. Je me suis assise sur le lit et je l'ai fixé pendant un long moment, parce qu'une partie de moi savait que ce qui était à l'intérieur allait tout changer à nouveau. Chapitre 5. Les choix. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains encore engourdies par 2 jours sans quitter le lit. À l'intérieur, 3 choses. Un passeport, le mien, que je ne savais pas qu'il avait. Une carte de crédit noire sans limite de dépenses imprimée au dos. Et un billet d'avion, sans date de retour, sans destination, sans restriction. Un billet pour n'importe où dans le monde, sans mots, sans explication. Pas une seule ligne de cette écriture penchée que je connaissais déjà par cœur. Mais le message était clair. Je pouvais partir et il ne m'arrêterait pas. Je me suis assise sur le lit avec les 3 objets sur mes genoux, fixant le billet comme s'il allait exploser dans mes mains. La liberté, c'est ce que je voulais depuis Cleveland, depuis la robe suspendue à la porte, depuis les 11 minutes qui avaient scellé ma vie dans une pièce sans fleurs. Partir, retourner auprès de ma mère, dans mon appartement, à la bibliothèque publique où les livres restaient à la bonne place et où personne ne me regardait comme si j'étais la chose la plus dangereuse et la plus nécessaire au monde en même temps. Alors, pourquoi mes mains ne bougeaient-elles pas? J'ai tourné le passeport entre mes doigts. Ma photo me regardait avec ce visage neutre de document, des yeux bruns, les cheveux tirés en arrière. L'expression de quelqu'un qui ne savait pas encore ce qui allait arriver. La photo avait été prise à Cleveland, chez un notaire près de la bibliothèque, un mardi après-midi dont je me souvenais parce qu'après, j'étais allé prendre un café avec Delphine et elle s'était plainte pendant 40 minutes d'un client qui avait renvoyé un pinot noir parce qu'il le trouvait trop acide. Ça semblait être une autre vie. Ça semblait être une autre personne. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Delphine. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Je t'ai appelé 6 fois hier. Si tu n'avais pas décroché aujourd'hui, j'allais là-bas avec la police, les pompiers et un prêtre, parce que l'un des 3 allait être nécessaire. Del, ai-je dit, et ma voix est sortie brisée d'une manière qui l'a fait se taire instantanément. Je lui ai tout raconté. Le dossier, les documents, le père, les 250 000 $, le mensonge qui avait soutenu toute ma vie à Chicago comme une fondation pourrie sous une maison que je pensais solide. Je lui ai parlé de la confrontation dans le bureau, du visage de Caspian quand il a dit « Non, ça ne change rien ». Des 2 jours enfermés dans la chambre à fixer le plafond pendant que j'essayais de reconstituer une histoire que je pensais connaître. Et je lui ai parlé de l'enveloppe. Delphine a écouté en silence. Pour la 2e fois de sa vie, et les 2 fois avaient été à cause de moi, elle n'avait rien à dire.
J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil, contrôlée, et j'imaginais le visage sérieux qu'elle faisait quand quelque chose était trop grand pour une réponse rapide. La Delphine bruyante, la Delphine des messages vocaux de 6 minutes, la Delphine qui avait une opinion sur tout avant que vous ayez fini votre phrase, cette Delphine, elle était silencieuse. Et cela m'a effrayé plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Après un moment qui a semblé élastique, elle a parlé. Je ne vais pas te dire quoi faire. Sa voix était stable, dépouillée de l'humour habituel, sans le sarcasme que je connaissais comme une seconde langue. Mais je vais te dire une chose. Le gars t'a envoyé un arrangement funéraire parce qu'il ne sait pas comment acheter des fleurs. Il t'a acheté des vêtements à la mauvaise taille parce qu'il n'avait jamais prêté attention à aucune femme avant. Il a mis 4 gardes à ta porte parce qu'il pense que protéger est la seule forme d'amour qu'il connaisse. Ça dépend. Elle a fait une pause. Et maintenant, il t'a donné un passeport et un billet pour n'importe où dans le monde. Il te laisse partir, Serafina. Et quelque chose me dit que c'est la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Les mots continuaient de tourner dans ma tête comme les pièces d'un puzzle que je refusais d'assembler parce que l'assembler signifiait voir l'image complète. Et l'image complète était terrifiante. Et si je reste d'elle? Ai-je demandé doucement. Alors tu sauras que tu as choisi. Et choisir, c'est différent d'être vendu. J'ai raccroché et j'ai fixé le passeport, la carte, le billet. J'ai pensé à ma mère à Cleveland, à l'oxygène qui fonctionnait, à la petite chambre qui sentait le médicament et le manque. Je l'avais appelée la veille, depuis le sol de la chambre, ma voix assez contrôlée pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Elle m'a dit que la voisine avait apporté de la soupe, que la nouvelle infirmière était gentille, que mes cheveux en désordre le matin lui manquaient. J'ai dit que je serais bientôt de retour. Je ne savais pas si c'était vrai. Et maintenant, tenant le billet qui pouvait m'emmener auprès d'elle en quelques heures, je devais décider si bientôt signifiait aujourd'hui ou autre chose. J'ai pensé à mon père, à la signature tordue sur les documents, à son visage ce dimanche soir dans la cuisine, le visage que je pensais être du désespoir et que je savais maintenant être du calcul. J'ai pensé à la façon dont j'avais passé des semaines à croire que mon sacrifice signifiait quelque chose, que la fille qui disait oui sauvait la famille, alors qu'en vérité, c'était la famille qui la détruisait. Et j'ai pensé à Caspian, pas à ces mots. Je les connaissais déjà, les avais déjà retournés sous tous les angles, les avais déjà testés contre la rage et vu qu'ils tenaient. J'ai pensé à ses mains, des mains qui apportaient du thé comme on livre des munitions, qui écrivaient des mots comme on signe des ordres, qui sabotaient des étagères comme on teint d'une embuscade juste pour être dans la même pièce que moi. Des mains qui savaient comment faire mal et qui choisissaient de ne pas me toucher. Des mains qui tenaient un verre d'eau et le posaient près de mon lit, comme si prendre soin de moi était une opération secrète que personne ne pouvait connaître, pas même moi. Il était dangereux. Je n'en ai jamais douté, mais son danger n'était pas ce que je pensais. Je suis sorti du lit, je me suis lavé le visage, j'ai mis des vêtements propres, j'ai attaché mes cheveux et je suis descendu. Le manoir était silencieux de la manière que je connaissais déjà, le silence lourd d'un endroit trop grand avec trop peu de gens. Je suis passé devant de la salle à manger vide, le couloir au tableau sombre, et je me suis arrêté devant le bureau. La porte était fermée. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai senti mon cœur battre trop fort contre mes côtes et j'ai frappé. Personne n'a répondu. Je l'ai ouverte. Caspian était debout, dos à la porte, regardant par la fenêtre qui donnait sur le jardin. La lumière du matin passait par les rideaux ouverts et dessinait sa silhouette contre la vitre. Des épaules larges, une posture rigide, les mains jointes derrière le dos, avec les doigts entrelacés et serrés, avec la force de quelqu'un qui s'accroche à quelque chose qui menace de lui échapper. Il ne s'est pas retourné quand je suis entré, mais j'ai vu son corps réagir. Ses épaules se sont soulevées d'un demi-centimètre, sa respiration a changé de rythme. Il savait que j'étais là et il attendait. J'ai regardé son dos et j'ai compris. L'enveloppe n'était pas un coup calculé, n'était pas une stratégie, n'était pas un autre jeu du chef de la famille Carideo. C'était une reddition. Au lieu de se justifier, au lieu d'argumenter, au lieu d'utiliser le pouvoir qu'il avait pour me garder là, et il l'avait, nous le savions tous les deux, il avait ouvert la porte. Il m'a donné la sortie que personne ne m'avait jamais offerte, ni mon père, ni la vie,
ni les circonstances qui m'avaient traîné de Cleveland à Chicago. La seule personne qui m'a offert un vrai choix était l'homme que tout le monde pensait priver les autres de leur choix. Pourquoi m'as-tu donné le billet? Ai-je demandé. Il ne s'est pas retourné. Parce que tu n'es pas une prisonnière. Et si je pars? La question est restée en suspense. J'ai vu ses épaules se soulever avec une lente respiration. J'ai vu ses doigts se serrer une fois avant de se détendre. Et quand il a répondu, sa voix est sortie plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Rauque, contenu, portant le poids de quelque chose qu'il tenait depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Alors je saurais que j'ai fait ce qu'il fallait au moins une fois. Il s'est retourné et ses yeux étaient indifférents. Ils n'étaient pas froids, pas calculateurs, n'avaient une basket de couche de contrôle que je reconnaissais comme l'armure standard de Caspian Carideo. Ils étaient vulnérables, ouverts d'une manière qui m'a fait retenir mon souffle, parce que c'était le visage qu'ils ne montraient à personne. Le visage sous le patron, sous le costume, sous la chevalière, et le nom de famille qui faisait reculer les gens. Le visage d'un homme qui avait vu son père mourir lors d'un dîner de famille, qui avait repris un empire le même jour, qui contrôlait tout autour de lui parce qu'il croyait que la vigilance constante était le prix de la survie, et qui se tenait maintenant devant une femme de Cleveland, les yeux ouverts et les mains vides, attendant qu'elle parte. J'ai sorti le billet de ma poche et je l'ai posé sur son bureau. Je ne pars pas. Il n'a pas bougé. Sa mâchoire s'est crispée et ses yeux m'ont étudié avec une intensité que j'ai sentie sur ma peau, comme s'il cherchait le mensonge, testait la phrase, vérifiait si je savais ce que je disais. Pourquoi? Parce que pour la première fois, quelqu'un m'a donné le choix de partir et je choisis de rester. Caspian a fermé les yeux. Une seconde entière, j'ai compté, parce qu'à ce stade, compter ces secondes était un réflexe que je ne pouvais plus contrôler. Quand il les a ouverts, il y avait quelque chose qui n'existait pas avant. Du soulagement, de la gratitude et quelque chose de féroce qu'il ne pouvait pas cacher, brillant derrière ses pupilles dilatées, comme une flamme que quelqu'un avait essayé d'éteindre et avait échoué. Sa bouche a bougé comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti, et j'ai réalisé que c'était le genre de silence qui en dit plus que n'importe quelle phrase. Le silence d'un homme qui venait de recevoir la seule chose qu'il voulait et ne savait pas quoi en faire. La nuit est tombée différemment ce jour-là. Le poids que je portais depuis les documents de Thibault n'avait pas disparu, mais il avait changé de forme. Ce n'était plus un rocher sur ma poitrine. C'était quelque chose que je tenais à deux mains, sachant que c'était à moi et que j'avais choisi de le porter. Je suis allé à la bibliothèque, leur endroit. C'est ainsi que j'y pensais déjà sans remarquer quand la bibliothèque était devenue leur endroit. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris un livre et je l'ai ouvert à la page marquée. La maison était silencieuse et la lumière de la lampe dessinait des ombres chaudes sur les étagères. Il est entré sans frapper. Je l'ai senti avant de le voir, l'air qui changeait, la température qui montait d'un demi-degré, sa présence remplissant l'espace comme elle le faisait toujours. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé et s'est dirigé vers le fauteuil, mais il ne s'est pas assis. Il est resté là, les mains dans les poches, me regardant avec cette intensité que je ne prétendais plus ne pas remarquer. « Tu as réorganisé la section poésie », a-t-il dit. Elle n'était pas à sa place, mélangée avec les essais. Je sais, je l'ai mise là exprès. J'ai levé les yeux du livre. Pourquoi? Pour avoir une raison de venir ici quand tu viendrais la réparer. La phrase est restée suspendue entre nous, simple et dévastatrice. Il avait saboté l'organisation de sa propre bibliothèque pour avoir une excuse pour être dans la même pièce que moi. Caspian Carideo, l'homme qui faisait taire les restaurants, qui commandait d'une famille entière, qui portait le contrôle comme une seconde peau, avait besoin d'une excuse pour être près de moi, et il venait de l'admettre à voix haute, debout au milieu de la bibliothèque, les mains dans les poches, portant l'expression de quelqu'un qui ne savait pas s'il venait de tendre une arme ou une déclaration. Il s'est assis sur le canapé, pas le fauteuil, le canapé, à côté de moi, pas collé à moi, mais assez proche pour que je sente la chaleur. La conversation a commencé lentement, comme toutes les nôtres, des phrases courtes et de longues pauses qui devenaient de plus en plus courtes jusqu'à ce que les mots coulent d'eux-mêmes. Le livre que je lisais, La bibliothèque de Cleveland, lui qui n'arrivait jamais à dormir, de petites choses qui signifiaient plus qu'elles n'en avaient l'air.
À un moment donné, l'air a changé. Il est devenu plus épais, plus chaud, chargé de la tension qui nous avait suivis depuis le premier jour. Il s'est tourné vers moi. Il a levé la main lentement, comme pour me donner le temps de reculer, et a touché mon visage. Ses doigts se sont posés sur ma joue avec une légèreté à laquelle je ne m'attendais pas de main de cette taille. Son pouce traçant la ligne de ma mâchoire avec la lenteur de quelqu'un qui mémorise chaque détail par le toucher. C'était la première fois qu'il me touchait vraiment. Pas pour tenir, pas pour protéger, pas par réflexe, juste pour toucher. Sa peau était chaude contre la mienne, et j'ai retenu mon souffle en sentant ce contact se propager dans mon corps comme une chaleur liquide. Si tu me demandes d'arrêter, a-t-il dit, sa voix si basse que je l'ai plus sentie qu'entendue. J'arrêterai. Je n'ai pas demandé. Il m'a embrassé, lentement d'abord, avec la retenue d'un homme qui avait passé des semaines à se retenir et qui ne se faisait pas confiance pour ne pas aller trop vite. Sa bouche était chaude et ferme contre la mienne, et quand ses lèvres se sont entr'ouvertes, j'ai goûté le whisky et quelque chose de sucré que je n'attendais pas, et le dernier fil de résistance que je tenais encore s'est effiloché. Ses mains ont voyagé de mon visage à mon cou, à mes épaules, à ma taille, traçant un lent chemin qui cartographiait mon corps, avec la précision de quelqu'un qui mémorise chaque courbe. J'ai attrapé le devant de sa chemise et j'ai tiré, sentant les muscles tendus sous le tissu, et il a répondu par un son bas contre ma bouche qui m'a fait perdre la notion de là où je finissais et où il commençait. Le baiser a changé. La retenue a cédé la place à une urgence que nous avions tous les deux contenue pendant des semaines, et ses mains se sont resserrées sur ma taille avec une possessivité qui aurait dû m'effrayer, mais qui a fait réagir tout mon corps. Il m'a allongé sur le canapé avec une main sur la nuque et l'autre ferme sur ma taille, soutenant son propre poids sur ses bras pour ne pas m'écraser. Sa bouche s'est déplacée vers mon cou, et j'ai senti des lèvres chaudes tracer une ligne de mon oreille à ma clavicule, lente et délibérée, tandis que je cambrais le dos et agrippais ses épaules assez fort pour sentir chaque muscle se tendre sous mes mains. Il était grand. Son corps couvrait le mien comme une ombre chaude, et j'ai senti le poids, la chaleur, la pression de sa poitrine contre la mienne. Et au lieu de me sentir piégé, je me suis senti ancré. Les vêtements se sont enlevés lentement. Il a retiré mon chemisier avec soin et le sien avec impatience, et quand la peau a rencontré la peau pour la première fois, j'ai haleté contre son cou. Il était chaud d'une manière qui semblait rayonner, et ses mains ont parcouru mes côtes avec les doigts écartés, comme s'il voulait sentir le plus de moi possible en même temps. J'ai passé mes mains sur sa poitrine, sur les fines cicatrices que je pouvais sentir mais pas voir dans le noir, sur le large dos qui se contractait à chaque contact. Quand il s'est positionné entre mes jambes, il s'est arrêté. Ses yeux ont trouvé les miens et y sont restés, sombres et ouverts, cherchant la permission avec un sérieux qui m'a fait comprendre que cet homme, l'homme que le monde entier craignait, me demandait de lui faire confiance. J'ai posé ma main sur son visage et j'ai hoché la tête. Il est entré en moi lentement, la mâchoire serrée par l'effort de se retenir, et j'ai senti chaque centimètre comme s'il réécrivait quelque chose en moi que je ne savais pas être brisé. Le rythme était le sien, lent, profond, délibéré. Il bougeait avec une précision contenue, mais je pouvais sentir les fissures en dessous, le souffle qui faiblissait, les doigts qui agrippaient de ma taille trop fort, le son bas et rauque qu'il laissait échapper contre mon cou quand je traînais mes ongles sur son dos. J'haletais contre sa peau alors que la tension montait par vagues, chacune plus forte, chacune plus proche du bord, et quand j'ai dit son nom, doucement, coupé en deux, il a fermé les yeux et a accéléré le rythme sans perdre la profondeur. Le monde s'est rétréci à ce canapé, à ce corps sur le mien, à la chaleur qui nous enveloppait comme une chose vivante. Les phrases dans ma tête sont devenues plus courtes, de pensées complètes à des fragments, de fragments à des sensations, de sensations à un seul point de pression qui montait et montait jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir. J'ai volé en éclats de tout mon corps, agrippant ses épaules, et il a suivi avec une poussée profonde et un son contre ma bouche qui a vibré sur mes lèvres. Nous sommes restés là. Il ne s'est pas retiré. Il est resté lourd et proche, la main sur ma nuque, le souffle chaud sur mon cou. J'étais allongé la tête sur sa poitrine, écoutant le cœur que je pensais ne pas exister,
battre trop vite sous ses côtes, et j'ai pensé que là, dans la bibliothèque en désordre, sur le canapé plein de livres, avec l'odeur de lui sur ma peau et la chaleur de lui autour de moi, était le premier endroit qui m'avait semblé juste depuis Cleveland. Il a passé ses doigts dans mes cheveux avec une lenteur qui contrastait avec tout ce qui venait de se passer et a dit, presque inaudiblement, « Je t'ai vu rire et j'ai pensé que si je pouvais avoir une chose dans la vie, ce serait ça. » Je l'ai regardé, le visage ouvert et vulnérable qu'il ne montrait que lorsqu'il pensait que personne ne regardait. « Alors fais-moi rire. » Il a presque souri. Le coin droit de sa bouche s'est soulevé d'un millimètre. Ses yeux sombres brillaient de quelque chose que je n'avais jamais vu là auparavant. Et j'ai su que ce demi-sourire était le maximum que Caspian Caridios avait donné. Et c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Nous sommes restés dans la bibliothèque jusqu'à ce qu'il attrape la veste qu'il avait jetée sur le fauteuil et la pose sur mes épaules, avec le même geste automatique de soin que je connaissais déjà. Le geste qu'il faisait sans réfléchir, sans demander, sans rien attendre en retour, comme si protéger était la langue que son corps parlait quand sa bouche ne le pouvait pas. J'ai porté la veste et je suis monté avec lui, non pas dans ma chambre de l'aile Est, mais dans sa chambre de l'aile Ouest où je n'avais jamais mis les pieds. Le garde s'est écarté sans un mot, et je suis entré dans un espace qui était le sien dans chaque détail, sombre, organisé, sentant le bois, avec les rideaux ouverts sur le ciel de Chicago. Il m'a tiré dans le lit avec l'aisance de quelqu'un qui le faisait depuis des années, et je me suis endormi la tête sur son épaule et la main sur sa poitrine, sentant son rythme cardiaque ralentir jusqu'à un rythme calme et régulier qui m'a bercé jusqu'au sommeil. Le lendemain matin, je me suis réveillé portant une de ses chemises en guise de pyjama et le côté du lit encore chaud de l'endroit où il s'était levé. Sur la table de chevet, un verre d'eau et un mot, l'écriture ferme penchée vers la droite que je connaissais déjà par cœur. Petit déjeuner à 8 heures, la table est dressée pour deux. J'ai souri. J'ai mis sa chemise qui était trop grande et sentait le bois et le whisky, et je suis descendu. Il était à table, un café dans une main et son téléphone dans l'autre, et quand il m'a vu dans l'embrasure de la porte, les cheveux détachés, pieds nus, portant sa chemise, ses yeux se sont assombris d'une manière qui m'a fait rougir jusqu'à la racine des cheveux. Je me suis assise en face de lui. La table était dressée pour deux, juste deux, et pour la première fois depuis mon arrivée dans ce manoir, les 28 autres places n'étaient pas là. J'ai bu mon café en le regardant et j'ai pensé que choisir de rester avait été la décision la plus terrifiante de ma vie, non pas parce qu'il était dangereux, il l'était, et je savais qu'il l'était, et une partie de moi soupçonnait qu'il le serait toujours, mais parce que rester signifiait accepter que cet homme, retenu, brisé, féroce de manière que j'apprenais encore à cartographier, était à moi, et j'étais à lui, et que ce choix venait avec un poids que je ne pouvais pas encore mesurer. Son monde était sombre. Les gens autour de lui portaient des armes et des secrets. Son nom de famille ouvrait des portes que la plupart des gens ne savaient même pas exister et en fermait d'autres dont je pourrais avoir besoin. J'avais choisi de rester, et rester signifiait entrer dans ce monde les yeux ouverts, sans le mensonge de mon père comme excuse, sans la fausse dette comme chaîne. J'étais là parce que je le voulais, et le savoir était la chose la plus libératrice et la plus terrifiante que j'ai jamais ressentie. Caspian a levé les yeux de son téléphone et m'a observé par-dessus sa tasse. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec cette intensité à laquelle je n'essayais plus d'échapper, et j'ai vu au fond de ses yeux sombres la même question que je portais. Est-ce que ça vaut le poids? J'ai pris une autre gorgée de café et je suis resté. C'est Lena. Voilà qui conclut le premier livre, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. Je pensais que le pire était déjà arrivé le jour où on m'a forcé à épouser Caspian Carido. Quelle naïveté! Le véritable enfer a commencé le jour où j'aurais pu partir et où j'ai choisi de rester. C'est à ce moment précis que le poids du non s'est abattu sur moi comme une sentence. Les règles, les alliances, les secrets qui saignent, et la réalisation brutale qu'aimer un homme comme lui n'a pas un prix, il a un coût. D'otage, je suis devenu la femme du patron. Et soudain, le monde entier semblait impatient de me rappeler que je n'étais jamais censé occuper cette place. D'abord sont venus les regards, puis les chuchotements, jusqu'à ce que quelqu'un ait le culot de le dire à voix haute, en me regardant droit dans les yeux.
La seule question maintenant est de savoir qui va appuyer sur la gâchette. Personne n'en rit, et à ce moment-là, j'ai compris que je ne m'en sortirais pas vivant. Comme vous pouvez le voir, ce n'était qu'un petit avant-goût du deuxième livre. Pour voir la version complète et non censurée, il suffit de cliquer sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Juste un rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le deuxième livre complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le deuxième livre et comme vous l'aimez aussi, je promets qu'il y en aura d'autres. C'est ici que vous trouverez des histoires qui deviennent encore plus sensuelles, de la vraie dark romance. Et parce que cette version devient beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé est l'endroit où je peux vraiment montrer ma véritable essence et où je me sens libre de faire mon meilleur travail pour vous tous. Gardez à l'esprit que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de garder mon équipe et de continuer à vous apporter des histoires de haute qualité. J'aurai encore plus de nouvelles pour vous bientôt. Je vous attends sur ce premier lien dans le commentaire épinglé. Malheureusement, de nombreuses personnes ont téléchargé notre audio, copiant ainsi l'histoire entière, et la republient simplement sur YouTube. Si vous voulez voir l'histoire originale et être les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Lena sur YouTube pour obtenir le meilleur contenu de Dark Romance. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Lena sur YouTube. Je vous y attends.